Le soleil se levait paresseusement sur les collines de Saint-Benoît, peignant le ciel de tons orangés et rouges, qui semblaient jaillir de la terre elle-même. Ainsi commençait chaque matin dans ce petit village niché au cœur de la campagne française, où le temps suivait le rythme des saisons et où les hommes mesuraient leur vie à l'aune de la croissance de leur culture. Parmi les modestes maisons de pierre et de bois disséminées dans la vallée, on distinguait la silhouette solitaire de Jacques, déjà debout depuis les premières lueurs de l'aube. Les mains burinées par des décennies de labeur, il caressait la terre comme on caresse le visage d'un être cher. Il avait appris dès l'enfance que ce sol n'était pas seulement une source de subsistance, mais un cadeau divin, exigeant respect et dévouement. La terre est comme une épouse fidèle, disait toujours son père. Elle répond à l'amour qu'on lui donne par des fruits abondants et généreux. Des mots simples qui devinrent la boussole de toute son existence. Les premiers rayons du soleil illuminaient les gouttes de rosée éparpillées sur les feuilles, tels de petits diamants, tandis que Jacques avançait lentement entre les rangs de maïs fraîchement semés. Ses yeux fatigués, déjà creusés de rides profondes, observaient avec soin chaque poussin fragile qui perçait le sol sombre. C'étaient comme des enfants réclamant soins et protection, et Jacques savait qu'il était de son devoir de veiller sur ces jeunes pousses jusqu'à ce qu'elles soient assez robustes pour affronter l'adversité du monde. Le village de Saint-Benoît ressemblait à tant d'autres perdus dans la campagne profonde. Un endroit où les traditions se transmettaient de génération en génération, où chacun connaissait le nom de son voisin, et où la foi constituait le pilier essentiel soutenant la communauté dans ses heures les plus sombres. C'est là que Jacques s'était né, avait grandi et fondé sa famille. C'est là aussi qu'il avait enterré son père et sa mère, gardant en mémoire chaque conseil, chaque histoire, chaque enseignement dont il l'avait gratifié. Au fil des ans, Jacques avait observé la danse imprévisible de la nature, tantôt généreuse, bénissant la terre de pluies abondantes et de récoltes prospères, tantôt cruelle, infligeant aux champs des sécheresses impitoyables ou des tempêtes dévastatrices. Il avait compris que vivre de la terre revenait à accepter ce jeu d'incertitude, à se fier au fait que, après l'orage, le soleil finit toujours par réapparaître. « Mon fils, la foi est comme une graine », disait son père lors de longues soirées à la lueur d'une lampe à huile. « Plante-la dans ton cœur et arrose-la chaque jour de prières et de bonnes actions. Même dans les moments les plus sombres, elle germera et te donnera la force de continuer. » C'était cette foi inébranlable qui animait maintenant Jacques en ce nouveau jour de labeur. À 60 ans, son corps n'avait plus la vigueur de la jeunesse, mais sa détermination demeurait intacte. Il y avait quelque chose de sacré dans la façon dont il maniait sa bêche, comme si chaque geste était une prière silencieuse, un dialogue intime avec le Créateur. Perdu dans ses pensées, Jacques ne perçut presque pas l'arrivée de Madame Louise, sa compagne depuis plus de 40 ans. Le châle coloré posé sur ses épaules et les cheveux gris rassemblés en un chignon simple, elle tenait entre ses mains une tasse de café fumante. « Tu es sorti si tôt, mon vieux, » dit-elle avec un sourire serein. « Tiens, bois ça, ça te réchauffera et te donnera des forces pour le travail. » Jacques accepta la tasse avec gratitude. La chaleur du liquide noir sembla se répandre dans ses veines, ravivant son énergie endormie. Louise était son havre de paix, sa forteresse dans les moments de doute. Ensemble, ils avaient fait face à toutes les tempêtes de la vie, élevé 2 enfants, Marc et Thérèse, et vu la famille s'agrandir avec l'arrivée des petits-enfants. « Tu as l'air préoccupé, mon cher », s'enquit Louise, percevant une ombre d'inquiétude dans le regard de son mari. « Les plans me paraissent étranges, ma femme », répondit-il en désignant les feuilles du champ de maïs. « Il y a des taches comme je n'en ai jamais vues. J'ai peur que ce soit un nouveau fléau. » Louise s'approcha pour examiner. En effet, de petites marques sombres s'étendaient sur les feuilles les plus jeunes, comme un sombre présage. Malgré tout, elle savait que son rôle était de maintenir l'espoir. Nous devrions demander à Monsieur Dominique de venir jeter un coup d'œil. Il connaît tous les parasites de la région depuis son enfance. Monsieur Dominique était le doyen du village. Un homme de presque 90 ans dont la sagesse était vénérée de tous. On racontait qu'il pouvait prévoir la météo rien qu'en observant le vol des oiseaux, et qu'il connaissait tous les secrets des plantes poussant dans les environs. Ce même après-midi, le vieil homme traversa lentement le champ de Jacques, s'appuyant sur une canne de bois finement sculptée.
Ses yeux, malgré l'âge, restaient vifs, et son savoir, fruit d'une longue expérience attentive de la nature, était un trésor inestimable pour la communauté. « C'est grave, Dominique ?» demanda Jacques, en accompagnant l'ancien lors de son inspection. Dominique resta silencieux de longues minutes, examinant chaque plan avec une expression de plus en plus inquiète. Enfin, il laissa échapper un profond soupir qui sembla porter tout le poids du monde. « C'est pire que je ne le pensais, mon ami, » dit-il d'une voix tremblante. « Ces taches, je n'ai jamais rien vu de tel. On dirait que ce fléau se propage rapidement. Regarde, la moitié de ta plantation est déjà atteinte. » Les mots de Dominique tombèrent comme des pierres sur le cœur de Jacques. Cette culture, je représentais non seulement la subsistance de la famille pour les mois à venir, mais aussi les semences pour la saison suivante. Une perte totale signifierait la ruine. « Y a-t-il quelque chose à faire ?» demanda-t-il, tentant de dissimuler le désespoir qui enflait en lui. Le vieil homme secoua lentement la tête. « Je ne connais pas de remède contre ce mal. Jamais en tous mes jours, je n'ai vu pareille chose. J'ai bien peur que cela ne se répande dans toute la région. J'ai déjà remarqué des signes chez Antoine et chez Pierre. » La nouvelle se propagea dans tout Saint-Benoît comme une traînée de poudre. En quelques jours, il devint évident qu'un fléau mystérieux et dévastateur s'était abattu sur le village, menaçant de détruire le travail et l'espérance des paysans. Les réunions à la petite église se firent plus fréquentes. Hommes et femmes se mettaient à genoux dans une prière fervente, implorant miséricorde et protection. Pourtant, malgré leurs prières et leurs efforts acharnés pour sauver les champs, le mal continuait sa progression, implacable, semant la désolation et le désespoir. De nombreuses familles commencèrent à envisager de quitter leurs terres pour chercher une vie meilleure dans des villes lointaines. La peur s'installa, minant la foi et l'unité qui avaient toujours été les fondements de la communauté. Par une nuit particulièrement sombre, alors que l'angoisse devenait insoutenable, Jacques réunit sa famille autour de la table de bois simple. À la lueur vacillante des bougies, on distinguait sur chaque visage la fatigue et l'inquiétude. Marc, son fils aîné, avait déjà suggéré de partir avant qu'il ne soit trop tard. Thérèse, bien que silencieuse, laissait transparaître, dans son regard, la même incertitude quant à l'avenir. « Nous n'abandonnerons pas notre terre », déclara Jacques avec une conviction qui surprit tous les siens. « Ces terres ont appartenu à mon père et au père de mon père avant lui. Nos racines sont ici, aussi profondes que celles des vieux chênes du verger. Nous avons déjà affronté sécheresse, inondations et fléaux. Nous surmonterons celui-ci, aussi avec foi et travail. » « Mais père, objecta Marc, ce fléau est différent. Il détruit tout, pas seulement nos cultures, mais celles de tout le village. Comment allons-nous survivre ?» Jacques resta silencieux un instant, le regard fixé sur la flamme tremblante de la bougie au centre de la table. Lorsqu'il parla, enfin, sa voix était calme et assurée. « Vous vous souvenez de l'histoire que racontait mon père sur la grande sécheresse de 1888, 3 ans sans la moindre goutte de pluie. Les rivières s'étaient asséchées, le bétail était décimé. Beaucoup avaient perdu espoir. Mais mon grand-père refusa de quitter cette terre. Il creusa un puits si profond que, dit-on, il aurait découvert de l'eau venant directement du paradis. Et cette eau ne sauva pas que notre famille, elle sauva tout le village. » Thérèse esquissa un sourire timide, se souvenant de combien elle avait adoré cette histoire lorsqu'elle était enfant. « Et tu crois qu'un tel miracle peut se reproduire, père ?»« Oui, ma fille, » répondit Jacques, les yeux de nouveau animés d'une lueur d'espoir. « Mais le miracle ne viendra pas tout seul. Il faut faire notre part. Demain, au lieu de pleurer nos cultures perdues, nous préparerons un nouveau terrain. Nous utiliserons d'autres semences, celles que j'ai conservées de la récolte de l'an dernier. Et surtout, nous garderons la foi. Nous ne laisserons pas la peur nous paralyser. » Louise, jusque-là silencieuse, se leva pour poser une main sur l'épaule de son mari. « Je suis avec toi, mon cher. Je l'ai toujours été et je le serai toujours. » Dès le lendemain, avant le lever du soleil, Jacques était de nouveau dans les champs. Mais cette fois, il n'était pas seul. Marc et Thérèse avaient décidé de rester et de lutter aux côtés de leurs parents. Et ils n'étaient pas les seuls.
Au fil de la matinée, d'autres habitants arrivèrent, apportant des outils, des graines, et plus important encore, une volonté renouvelée de faire face à l'adversité. Inspiré par l'exemple de Jacques, qui refusait de se soumettre au désespoir, les paysans de Saint-Benoît unirent leurs forces pour sauver ce qui pouvait l'être et préparer de nouvelles surfaces de culture. Les femmes formèrent des groupes de prière, se réunissant chaque jour pour élever leurs supplications vers le ciel. Les enfants apprirent à examiner attentivement les plantes afin de repérer les premiers signes du fléau, permettant d'isoler rapidement les zones contaminées. Malgré son grand âge, Monsieur Dominique était constamment présent dans les champs, partageant son savoir ancestral sur les plantes médicinales et les techniques de culture alternative. Il montra aux paysans comment préparer un mélange d'herbes qui, sans éradiquer le fléau, semblait en ralentir la progression. Nos ancêtres ont affronté des défis similaires, expliquait l'ancien en montrant la manière d'appliquer la mixture sur les feuilles. Ils ne disposaient pas de nos ressources modernes, mais possédaient quelque chose d'aussi puissant, la capacité d'observer la nature et d'en tirer des leçons. Les semaines devinrent des mois de labeur acharné. Le soleil impitoyable du midi accablait des corps déjà exténués, et la nuit amenait l'angoisse quant au résultat de tant d'efforts. Pourtant, personne ne céda. La détermination de Jacques avait rallumé une flamme d'espérance qui désormais éclairait tout le village. Pendant cette période, on prit l'habitude de se rassembler chaque soir sur la petite place centrale. Là, sous un ciel d'étoiles, paraissant infini, les habitants partageaient des histoires de courage, chantaient de vieilles chansons parlant de foi et de persévérance et réaffirmaient leur engagement envers la terre et les uns envers les autres. Un de ces soirs, alors, que la pleine lune baignait le village de sa lueur argentée, Monsieur Dominique demanda la parole. Le silence se fit aussitôt, chacun suspendu à ses lèvres. « Mes chers amis », commença-t-il d'une voix empreinte d'émotion, « je suis un homme âgé qui a déjà vu bien des choses dans sa vie. J'ai vu des champs fleurir et mourir. J'ai vu des familles prospérer et d'autres partir chercher une nouvelle chance ailleurs. Mais jamais, en tous mes jours, je n'ai été témoin d'une force aussi puissante que celle que je vois aujourd'hui parmi vous. » Le vieil homme marqua une pause, promenant son regard sur les visages attentifs réunis autour de lui. Le fléau qui s'attaque à nos cultures est terrible. Oui, mais il nous a rappelé quelque chose que nous avions peut-être oublié. Nous sommes plus forts unis que séparés. Et la plus belle récolte n'est pas seulement ce que nous retirons de la terre, mais ce que nous cultivons dans nos cœurs. Les paroles de Dominique pénétrèrent l'âme de chacun. Il était vrai que cette épreuve avait rapproché la communauté comme jamais auparavant. Des voisins qui se parlaient à peine se retrouvaient à travailler côte à côte. De vieux différends étaient oubliés au nom du bien commun. Le village respirait un nouvel esprit d'union et de solidarité. Cependant, la nature réservait encore une épreuve pour tester la résilience de ce peuple. Par une nuit d'été étouffante, alors que la chaleur rendait le sommeil presque impossible, le ciel s'illumina soudain d'une lueur rougeâtre. Des cris d'alarme retentirent dans tout Saint-Benoît. Au feu, les champs brûlent. Un incendie gigantesque avançait à grande vitesse en direction du village, poussé par des vents violents, surgissant de nulle part. Les flammes dévoraient tout sur leur passage, réduisant en cendres des mois de travail. La panique s'empara de tous, tandis que chacun tentait de sauver le peu qu'il possédait. Réveillé par les hurlements, Jacques se précipita hors de chez lui, le cœur serré devant la scène apocalyptique qui se présentait. Le ciel, autrefois constellé d'étoiles, était à présent obscurci par une épaisse fumée noire, et l'air brûlant et suffocant rendait la respiration pénible. « Marc, Thérèse !» appela-t-il, craignant pour la sécurité de ses enfants. Ils apparurent bientôt, accompagnés d'autres jeunes du village, déjà en train de constituer des brigades pour combattre l'incendie. « Nous devons établir une ligne de défense », cria Marc en couvrant le vacarme des flammes. « Couper la végétation sur une large bande autour des cultures. Utiliser l'eau des puits pour arroser le sol. » La bataille était inégale. Des hommes et des femmes armés de pelles et de seaux face à la fureur incontrôlable du feu. Pourtant, personne n'hésita. Agissant comme un seul organisme, la communauté de Saint-Benoît forma un rempart humain entre les flammes et le fruit de son travail.
Jacques, malgré son âge, était en première ligne. Le visage noirci par la suie, les poumons en feu à cause de la fumée. Il luttait inlassablement, encourageant les autres par son exemple. « Nous n'abandonnerons pas », répétait-il entre deux quintes de tout. « Nos ancêtres ne l'ont pas fait, et nous non plus. » Le combat contre l'incendie se prolongea toute la nuit. Des hommes s'évanouissaient d'épuisement pour se relever quelques minutes plus tard et reprendre la lutte. Des femmes formaient de longues chaînes pour transporter l'eau des puits jusqu'aux zones en flammes. Même les enfants contribuaient, portant de petits seaux et en délivrant des messages entre les groupes dispersés. Lorsque les premiers rayons du soleil apparurent à l'horizon, révélant l'étendue des dégâts, un silence pesant gagna le village. Une grande partie des cultures avait été réduite en cendres. Des maisons en périphérie n'étaient plus que des ruines fumantes. Le spectacle était désolant, un rappel cruel de la fragilité humaine face aux forces de la nature. Jacques, assis sur une pierre au bord du chemin, contemplait en silence le résultat de cette bataille. Son corps était brisé, ses mains brûlées et couvertes d'ampoules. Mais c'était la douleur dans son cœur qui pesait le plus lourd. Tant de mois de dur labeur, tant d'espoir enfoui dans ses champs. Et il ne restait plus que des cendres. Louise s'approcha sans bruit et s'assit à ses côtés, enveloppant ses mains blessées dans les siennes. Aucune parole n'était nécessaire entre eux. Le contact suffisait à exprimer ce qu'il ressentait, un mélange de désespoir et de gratitude d'être encore en vie, ensemble. Peu à peu, d'autres habitants se rassemblèrent autour d'eux. Des visages épuisés, des corps meurtris, mais des regards où subsistait une lueur de dignité. C'était comme si, instinctivement, tous cherchaient auprès de Jacques une direction, un mot capable d'éclairer leur chemin au milieu des ténèbres qui les envahissaient. Le vieux paysan contempla ces visages familiers, la gorge nouée. Que pouvait-il leur dire? Quelle espérance offrir alors qu'il se sentait lui-même au bord de l'abîme? C'est alors qu'une voix fragile rompit le silence. Il s'agissait d'Annie, une fillette de 7 ans, la fille du forgeron. Elle s'approcha timidement de Jacques et lui tendit quelque chose qu'elle tenait dans ses petites mains. « Regardez, monsieur Jacques, » dit-elle avec la candeur propre à son âge. « J'ai trouvé cette graine intacte au milieu des cendres. Nous pourrions la planter, n'est-ce pas ?» Jacques prit le petit grain avec précaution, comme s'il s'agissait de l'objet le plus précieux au monde. C'était une simple graine de maïs, sûrement emportée par le vent pendant l'incendie. Mais à cet instant, elle représentait bien davantage la possibilité d'un nouveau départ. Un sourire lent apparut sur son visage fatigué. « Oui, Annie, » répondit-il, sa voix gagnant en force à chaque mot. « Nous allons la planter, et pas seulement celle-ci, mais des centaines, des milliers d'autres. Nous allons tout reconstruire, ensemble. » Se redressant avec peine, Jacques regarda autour de lui vers tous ces visages qu'il observait. « Mes amis, nous avons perdu beaucoup. Je ne peux pas le nier. Le feu a emporté le fruit de notre travail et mis notre foi à l'épreuve. Mais il est une chose qu'aucun incendie ne peut détruire, notre détermination, notre union et notre capacité à recommencer. » Un murmure d'approbation parcourut l'assemblée. Lentement, comme un fleuve qui reprend son cours après, une longue sécheresse, l'espérance revint dans le cœur de ces hommes et de ces femmes simples. Dans les jours qui suivirent, un phénomène extraordinaire se produisit à Saint-Benoît, comme si la nature elle-même voulait compenser l'aïa. Destruction causée, une pluie douce et persistante commença à tomber sur la région. Ce n'était pas un orage violent, mais une bruine légère qui dura plusieurs jours, humidifiant la terre noircie par le feu et lavant la suie qui recouvrait les feuilles des arbres épargnés. « C'est un signe », murmuraient les anciens en levant les yeux vers le ciel avec reconnaissance. « C'est Dieu qui nous montre qu'il ne nous a pas abandonnés. » La pluie apporta avec elle un changement inattendu. Dans les zones touchées par l'incendie, là où le fléau mystérieux avait tout ravagé, on vit apparaître de petits bourgeons verts totalement sains. On aurait dit que le feu, dans sa fureur destructrice, avait purifié la terre, éliminant le mal qui la rongeait. Monsieur Dominique fut le premier à remarquer cette transformation. « Venez voir », appela-t-il un jour, la voix tremblante d'excitation. « Les cendres fertilisent le sol. C'est un miracle. » En effet, là où le feu était passé,
La végétation renaissait avec une vigueur surprenante. Des spécialistes venus de villes voisines pour évaluer les dégâts ne trouvaient aucune explication claire au phénomène. Les analyses montraient un sol naguère contaminé par le fléau, désormais doté d'une composition chimique idéale pour la culture. Parfois, le feu est nécessaire pour renouveler la terre, expliqua l'un d'eux à Jacques. Dans certaines forêts, certaines graines ne germent qu'après un incendie. C'est comme si la nature savait exactement quoi faire pour se guérir. Ces propos s'inscrivirent profondément dans l'esprit de Jacques. Peut-être en était-il de même pour les hommes, songea-t-il. Peut-être faut-il passer par le feu des épreuves pour découvrir sa véritable force et sa raison d'être. Avec un enthousiasme retrouvé, la communauté de Saint-Benoît se consacra à la reconstruction. Les maisons détruites furent rebâties, plus solides et plus sûres qu'avant. Les champs furent préparés pour une nouvelle semence, en associant les techniques que M. Dominique tenait de ses aïeux à celles, plus modernes, apportées par les spécialistes. Mais la plus grande transformation n'était pas visible à l'œil nu. Elle était dans le cœur et l'esprit de ces villageois, qui abordaient désormais l'existence avec un regard différent. L'adversité leur avait enseigné des leçons inestimables. L'importance de l'union, la force qui naît d'une foi authentique et la capacité de se réinventer face à l'impossible. L'histoire de Jacques et de Saint-Benoît commença à se répandre dans toute la région. Les voyageurs qui passaient par là repartaient impressionnés par ce qu'ils voyaient. Une communauté qui avait su transformer la tragédie en opportunité, le désespoir en espoir, la défaite en victoire. Nombreux étaient ceux qui venaient de loin pour entendre de la bouche du vieux paysan les détails de cette aventure incroyable. Assis à l'ombre d'un vieux chêne, entouré d'enfants et d'adultes, Jacques racontait son parcours sans fanfaronnade, attribuant le mérite à Dieu et à la force collective de la communauté. « La terre nous enseigne la vie », disait-il avec la simplicité de ceux qui ont appris dans la souffrance. Elle nous montre qu'après l'hiver le plus rude vient toujours le printemps, que les graines doivent être enfouies dans l'obscurité avant de s'élever vers la lumière, et que les racines les plus solides sont celles qui ont affronté les plus grandes tempêtes. Tandis qu'il parlait, son regard embrassait les champs verdoyants s'étendant à perte de vue. La récolte de cette année promettait d'être la plus abondante depuis des décennies. Les plantes poussaient vigoureusement, comme si elles voulaient compenser le temps perdu. Louise, assise à ses côtés, souriait en silence. Elle connaissait chaque ligne du visage de son mari, chaque cicatrice sur ses mains, chaque rêve et chaque peur qui habitait son cœur. Elle savait que, sous son apparente tranquillité, se cachait un homme qui, plus d'une fois, avait douté, qui avait pleuré en silence dans la nuit, qui s'était demandé s'il aurait la force de continuer, mais qui, malgré tout, n'avait jamais renoncé. « Raconte-leur l'histoire de la nuit de l'incendie, père », demanda Thérèse, qui attendait à présent son premier enfant. Jacques hésita un instant, comme à chaque fois qu'il devait parler de cette nuit. C'était un souvenir encore douloureux, mais aussi une source profonde de gratitude. Cette nuit-là, commença-t-il, alors que les flammes encerclaient notre village et que l'air était si brûlant qu'il semblait nous consumer de l'intérieur, j'ai cru que tout était fini. J'ai levé les yeux vers le ciel obscurci de fumée et j'ai silencieusement demandé « Pourquoi ? Pourquoi encore une épreuve ?» Il s'arrêta, revivant intensément ce moment. Et puis, quelque chose d'étrange s'est produit. Au cœur du chaos, au milieu des cris et du rugissement du feu, j'ai ressenti une paix inexplicable, comme si une voix intérieure me murmurait « N'aie pas peur, je suis avec toi. Même dans la vallée de l'ombre, je suis là. » Son auditoire demeurait parfaitement silencieux, captivé par chacun de ses mots. Pour beaucoup, surtout pour les plus jeunes, cette histoire avait des airs de légende ancienne, transmise de génération en génération, pour insuffler courage et espoir. Je ne saurais expliquer ce qui s'est passé ensuite, poursuivit Jacques. Je me souviens seulement d'avoir senti une force qui n'était pas la mienne. J'ai vu des gens accomplir des exploits qui semblaient impossibles. J'ai vu des hommes épuisés trouver en eux l'énergie de continuer. J'ai vu des femmes braver les flammes pour sauver non seulement leurs proches, mais aussi leurs voisins. J'ai vu des enfants faire preuve d'un courage dont certains adultes pourraient rougir. Il posa alors son regard sur Annie, maintenant âgée de presque 8 ans, qui esquissa un petit sourire intimidé.
Et j'ai vu une toute petite fille m'enseigner la plus grande leçon de toutes. Au milieu des cendres de la destruction peut se cacher la graine d'un renouveau. Le soleil commençait à se coucher, colorant le ciel de ces mêmes teintes que Jacques observait chaque matin. C'était un rappel inlassable du cycle éternel de la vie. Naissance, croissance, mort et renaissance. Un cycle qu'il avait maintes fois contemplé dans ses champs et qu'il voyait à présent s'accomplir dans l'histoire de sa communauté. « Mes amis, conclut-il, si j'ai retenu quelque chose au cours de ma longue vie, c'est que la vraie foi ne nous épargne pas les tempêtes. Elle nous donne la force de les traverser. Et quand nous atteignons enfin l'autre rive, nous découvrons que nous ne sommes plus les mêmes. Nous sommes plus forts, plus sages, plus humains. » Ces paroles demeurèrent en suspens dans l'air, tel un ultime bienfait, tandis que la petite assemblée se dispersait lentement pour regagner ses foyers. La nuit tomba, offrant le repos à des corps épuisés et la paix à des âmes tourmentées. Jacques et Louise restèrent là, assis côte à côte, les mains enlacées, en un geste qui se passait de mots. Devant eux, les champs de Saint-Benoît s'étendaient comme le témoignage vivant qu'avec la persévérance, la foi et l'amour, on peut triompher des situations les plus désespérées. C'est ainsi que, dans ce village, cette histoire fut transmise de génération en génération, inspirant hommes et femmes à affronter leurs propres épreuves avec courage et dignité. Et dans chaque champ, dans chaque plante qui poussait, demeurait l'héritage silencieux de Jacques, un homme simple qui, avec ses mains calleuses et son cœur rempli de foi, avait semé bien plus que des graines, il avait semé l'espérance. Avec le passage des saisons, la renommée de la résurrection de Saint-Benoît traversa les frontières de la région. Des paysans de villages voisins commencèrent à affluer, curieux de découvrir les secrets ayant permis de transformer les cendres en fertilité. Grands exploitants et petits fermiers, tous unis par une même quête de savoir, venaient s'asseoir auprès de Jacques pour écouter son histoire. « Je n'ai aucun secret à partager, leur disait-il. Seulement ce que j'ai appris de mon père qui lui-même le tenait du sien. La terre ne répond ni à l'avidité ni à la précipitation. Elle répond à l'amour, à la patience et au respect. » Ces mots, sans prétention, recelaient une vérité profonde qui résonnait dans le cœur de chacun. Dans un monde toujours plus pressé et avide de profit, l'exemple de Jacques rappelait des valeurs presque oubliées. Un après-midi, alors, qu'il supervisait la récolte aux côtés de Marc, Jacques ressentit une douleur à la poitrine. Ce n'était pas une douleur aiguë, mais un avertissement silencieux que le temps réclamait son dû. À 65 ans, son corps témoignait de signes de fatigue que même sa volonté de faire ne pouvait ignorer. « Père, tu te sens bien ?» s'inquiéta Marc, voyant le visage pâle de son père. « J'ai juste besoin de me reposer un peu, » répondit Jacques en esquissant un sourire. « Mes vieilles jambes ne sont plus ce qu'elles étaient. » Cependant, Marc et Thérèse savaient, tous deux, que ce n'était pas juste de la fatigue. Durant les mois suivants, ils le virent s'affaiblir doucement. Jacques continuait de travailler, mais à un rythme ralenti, refusant de se cloîtrer à la maison. « La terre m'appelle », expliquait-il lorsque Louise l'exhortait à se ménager. « Tant que je peux lui répondre, je le ferai. » Un matin d'hiver, particulièrement froid, alors qu'un brouillard épais recouvrait les champs d'un voile blanc, Jacques se leva avant l'aube, comme à son habitude. Il s'habilla en silence pour ne pas réveiller Louise et sortit pour sa marche quotidienne à travers les cultures. Il y avait quelque chose d'étrangement immobile dans l'air, une quiétude suspendue. Il avançait lentement entre les rangs de maïs, presque prêt pour la récolte, et repensait à sa vie. Il avait surmonté tant de difficultés, connu la douleur de la perte et la douceur de la victoire. Il avait vu ses enfants grandir, forts et droits, et avait maintenant la joie de voir ses petits-enfants perpétuer ce chemin. Assis sur une pierre, au bord du sentier, il contempla l'horizon où les premiers reflets de l'aurore se frayaient un chemin dans l'obscurité. Une paix profonde l'envahit, comme si chaque fibre de son être était en parfaite harmonie avec le monde. « Il est temps », murmura-t-il pour lui-même, sans crainte ni tristesse, mais avec une sereine acceptation. Quand Marc le retrouva, quelques heures plus tard, Jacques était toujours assis sur cette pierre, le visage tourné vers le soleil, un léger sourire aux lèvres. Ses yeux étaient clos comme s'il s'était assoupi,
mais sa poitrine ne se soulevait plus sous le rythme de la respiration. La nouvelle du départ de Jacques se répandit dans tout le village. Des gens de tous âges se rassemblèrent devant sa maison, apportant fleurs, bougies et témoignages de ce que ce simple homme avait signifié dans leur vie. Ce n'était pas seulement un moment de tristesse, mais la célébration d'une existence vécue avec sens et dignité. Lors des funérailles, sous un ciel d'un bleu si pur qu'on peinait à y croire, Monsieur Dominique, plus que jamais, voûté sur sa canne, prit la parole. « Aujourd'hui, nous faisons nos adieux à un homme qui a compris le vrai sens de la vie. Jacques n'a pas accumulé de grandes richesses. Il n'a pas recherché la célébrité ni la reconnaissance. Sa grandeur résidait dans la simplicité avec laquelle il considérait chaque jour comme un don. Chaque épreuve comme une occasion de grandir. Il s'interrompit un instant, embrassant du regard les visages émus qui l'entouraient. Mais ne croyez pas que Jacques nous quitte vraiment. Il vit dans chaque plante qui pousse sur la terre qu'il a tant aimée, dans les enseignements qu'il a transmis à ses enfants et petits-enfants, dans chacun de nous qui avons eu la chance de le connaître et d'apprendre de son exemple. » Les paroles de Dominique traduisaient le sentiment général. Jacques était parti, mais son héritage demeurait vivant, vibrant comme une graine capable de germer encore bien des saisons. Au cours des années suivantes, le village de Saint-Benoît prospéra comme jamais. Les techniques de culture perfectionnées par Jacques et transmises à Marc se répandirent dans toute la région, transformant des terrains autrefois stériles en champs fertiles. La communauté demeura unie, affrontant chaque nouvelle difficulté avec l'exemple du vieux paysan comme guide. Thérèse, marchant dans les pas de son père, devint gardienne des traditions locales. Elle nota scrupuleusement, dans plusieurs carnets, les récits et connaissances hérités de leurs ancêtres, propriétés des plantes médicinales, cycles de plantation, anecdotes sur la vie de la communauté. Ces écrits firent référence pour des chercheurs et des agronomes venus de contrées plus lointaines. Louise vécut 10 ans de plus après le départ de son mari. Malgré le vide que son absence laissait en elle, elle trouva un réconfort dans l'amour de ses enfants. Et, petits-enfants, convaincue qu'elle retrouverait Jacques un jour. Au terme de son existence, elle quitta ce monde avec la même sérénité qui avait marqué le départ de son compagnon. Un jour particulier, 5 ans après la mort de Jacques, le village se réunit pour inaugurer une petite place en son honneur. En son centre, on planta un jeune ipé doré. Dans cette adaptation, on l'associera à un arbre ornemental résistant et lumineux, à la symbolique proche du renouveau. Ces fleurs, d'un jaune éclatant, éclaireraient le paysage comme l'avait fait l'exemple de Jacques. Cet arbre, expliqua Marc pendant la cérémonie, représente tout ce que mon père nous a transmis. Ses racines profondes symbolisent notre lien à la terre et à nos traditions. Son tronc solide, notre résilience face aux épreuves. Et ses fleurs, qui s'épanouissent avant même l'apparition des feuilles, nous rappellent ce que la beauté et l'espérance peuvent renaître même après les périodes les plus difficiles. Les années passèrent. L'histoire de Jacques prit des allures presque mythiques. Les soirs de pleine lune, quand la communauté se rassemblait autour d'un feu pour partager ses récits, les anciens racontaient aux plus jeunes la légende du paysan qui avait sauvé Saint-Benoît grâce à sa foi infaillible. Dans certaines versions, on parlait de signes mystérieux reçus par Jacques pendant la nuit de l'incendie. Dans d'autres, on évoquait une lumière inexpliquée ayant guidé les villageois à travers la fumée. D'aucuns juraient, même qu'à l'aube, lorsque le brouillard recouvrait la campagne, on pouvait apercevoir la silhouette d'un homme, marchant dans les champs, veillant en silence sur les fruits du travail de ses descendants. Ces récits captivaient les enfants, qui grandissaient en partageant ce même amour de la terre et de la vie qui avait caractérisé Jacques. Même ceux qui quittaient Saint-Benoît pour étudier ou chercher une opportunité en ville emportaient avec eux les leçons apprises à l'ombre de cette histoire, comme autant de graines destinées à éclore en des lieux inconnus. Un jour, de printemps, alors que les petits-enfants de Jacques étaient devenus adultes et parents à leur tour, un scientifique de renom arriva à Saint-Benoît. C'était un spécialiste de l'étude des sols et des techniques agricoles durables. « Je suis venu découvrir le miracle de Saint-Benoît », expliqua-t-il à Marc, désormais un homme aux tempes grisonnantes et à la stature digne de son père. On raconte comment votre communauté a fait d'une catastrophe une opportunité, et comment vous obtenez des résultats exceptionnels sans abîmer l'environnement.
Marc sourit, conscient que ces mots soulignaient le véritable legs de Jacques. Ce n'étaient pas les récits fantastiques, ni les miracles possibles qui étaient l'essence de son héritage, mais l'exemple concret montrant que grâce au respect de la terre et à la persévérance, on peut changer le cours des choses. Nos méthodes ne recèlent pas de secrets particuliers, expliqua Marc aux scientifiques en arpentant les champs verdoyants. Nous appliquons simplement le savoir accumulé par des générations, associé à la volonté d'apprendre et d'évoluer. Mon père disait toujours que la sagesse consistait à savoir quand conserver l'ancien et quand adopter le nouveau. Le scientifique passa plusieurs semaines à Saint-Benoît, étudiant minutieusement les techniques de culture, la composition du sol et, surtout, la façon dont la communauté travaillait, en harmonie avec la nature. Ces découvertes furent publiées dans des revues spécialisées et inspirèrent d'autres régions confrontées à des défis semblables. Ainsi, sans jamais l'avoir imaginé, Jacques contribua non seulement à la survie de son village, mais aussi à un mouvement plus vaste de reconnexion à la terre et à ses rythmes naturels. Son exemple continua d'inspirer des gens qui n'avaient jamais entendu son nom, vivant parfois à des milliers de kilomètres, mais partageant la même aspiration à un avenir plus équitable et durable. Et à Saint-Benoît, chaque fois que les vents se levaient et que de sombres nuages menaçaient l'horizon, les habitants se réunissaient autour de l'ipé jaune sur la place centrale, se souvenant de Jacques, le paysan qui leur avait montré qu'après la plus violente des tempêtes vient toujours l'accalmie, et qu'après la nuit la plus noire, se lève toujours un nouveau jour. Le vrai miracle ne résidait pas dans les événements extraordinaires qui avaient ponctué la vie du village, mais dans la transformation silencieuse de ceux qui avaient compris, grâce à l'exemple d'un homme simple, que la foi sincère, le travail honnête et l'amour de la terre peuvent engendrer des fruits nourrissant non seulement le corps, mais aussi l'âme.